Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode exceptionnel puisque nous sommes en direct des assises de la cybersécurité à Monaco. Donc bien entendu, nous allons évoquer ce sujet et nous parlerons aussi d'une association qui s'appelle Hack for Values. Donc pour évoquer ces sujets, nous avons Véronique Loquet qui participe à l'organisation des assises. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Jérôme 16 qui est contributeur No Limit Sécu et qui participe également à l'organisation des assises. Bonjour à tous. Paul Lemel qui est président d'honneur des assises. Bonjour, bonjour. Fabien Lemarchand qui est président de l'association Hack for Values. C'est bien ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Fabien. Marc-Frédéric Gomez, qui représente les invités aux assises aujourd'hui. Bonjour Marc-Frédéric. Bonjour. Vladimir Kola, qui représente les partenaires. Ouais, double casquette. Bonjour. Et Nicolas Ruff de No Limit Sécu. Oui, le seul contributeur en fait. Alors, je vais demander aux différents interlocuteurs de bien vouloir se présenter. Véronique, on va commencer par toi. Alors, moi, je m'occupe des relations presse des assises de la cybersécurité, pas seulement parce que ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine. Et là, j'étais très, très contente de pouvoir inviter Hack for Values et qu'on puisse discuter des ONG, de leurs besoins et de Hack for Values par rapport à ces initiatives. Merci Véronique. Paul, est-ce que tu veux bien te présenter et expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas les assises le principe des assises, nous décrire cet événement? D'accord, écoute, je m'appelle Paul Lemel, je suis RSSI du groupe Lactalis et l'organisation m'a proposé cette année la présidence d'honneur de l'édition 2024. Donc la présidence, ça consiste à présider le comité éditorial. Le comité éditorial des assises définit le thème, le fil rouge plus exactement, si j'utilise les éléments de langage qui m'ont été communiqués. Et qu'est-ce que les assises ? Les assises, c'est la 24e édition. Ça existe depuis 24 ans et je crois que c'est devenu la plus grosse conférence cybersécurité professionnelle de France, si je ne dis pas de bêtises. Tu parles en budget ou en nombre de participants ? Ah, ça, je n'ai pas les éléments. Mais voilà, c'est quand même une occasion assez exceptionnelle pour la communauté des RSSI de retrouver l'ensemble de leurs fournisseurs, de se retrouver tous ensemble, d'en profiter. Et puis ça tombe bien, je dis tous ensemble, la communauté, c'était le fil rouge qu'on portait cette année. Et c'est aussi pour ça qu'on est ravis d'avoir Hack for Values aux assises. Alors, j'ai compris que c'était un rôle qui changeait tous les ans. Tu es président d'honneur cette année. Est-ce que tu le seras l'année prochaine ou est-ce que... Non, je ne le serai pas l'an prochain. Ça change chaque année. Mais c'est assez récent qu'il y ait des présidents d'honneur puisque je suis que le 4e. Il y avait eu Olivier Lignol la première année, Thierry Auger la deuxième et puis Sabrine Grigneuf l'an dernier. Et c'est Sabrine qui m'avait fait rentrer au comité éditorial l'an dernier. Et j'ai reçu un coup de fil de Maria en septembre l'an dernier qui m'a fait complètement paniquer et qui m'a dit « Est-ce que tu veux être le président d'honneur de l'édition 2024 ?» Voilà. Merci Paul. Jérôme, tu connais bien les assises aussi ? Je crois que c'est ma 20e édition aujourd'hui, cette année. Donc l'année prochaine, tu seras majeur si tu es japonais. Je pourrais boire de l'alcool aux États-Unis aussi. Jérôme, toi, tu as participé à 2 ateliers ? Alors j'ai participé au Before, où j'ai animé la commission sur l'IA. Le Before, qu'est-ce que c'est ? Le Before, c'est le pré-événement des assises en format beaucoup plus fermé, qui réunit une population un peu plus large que la population des RSSI seulement des assises. Il y a potentiellement des DSI par exemple aussi, et qui propose des travaux en commission où on est par petits groupes, 5, 6 fois 3 ou 4 dans une commission sur une thématique. Et donc pendant toute une demi-journée, ces petits groupes, ces tables discutent sur une problématique et qu'est-ce qu'on veut voir à échéance de 3 à 5 ans, comment cette problématique va évoluer, où on voudrait être dans 3 à 5 ans et comment on fait pour y aller. Donc c'est vraiment de la prospective et c'est super intéressant. Et je m'occupais de la commission IA, évidemment. C'est le sujet du moment. On en reparlera sur l'innovation. Mais le take-away, c'est que
j'ai été surpris par le niveau de maturité des entreprises sur l'IA. On n'est plus du tout naïvement. Je pensais qu'on était encore à se poser la question qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Pas du tout. En fait, les projets sont là, ça avance, ça fonce. Et aujourd'hui, la vraie problématique des entreprises, c'est comment on garde le contrôle, comment on reprend ou on garde le contrôle vis-à-vis de l'IA. Comment on fait un inventaire des IA qui tournent chez nous. On parle de shadow IA et comment on s'assure que les IA qui fonctionnent chez nous ont accès aux informations uniques, aux données auxquelles elles doivent avoir accès uniquement, mais qu'on ait un contrôle là-dessus en fait. Donc c'était super intéressant. On a parlé évidemment de comité IA dans l'entreprise qui va décider si les métiers vont pouvoir utiliser telle ou telle IA, de sensibilisation. En fait, on a l'impression de retrouver tout ce qu'on disait sur la cybersécurité il y a 20 ans pour l'IA cette fois-ci. On parle de sensibilisation, de bring your own IA, voilà. Donc c'était assez drôle. Et ensuite, et ça, j'ai adoré. C'était vraiment le highlight de mes assises. J'ai animé les 2 sessions de elevator pitch des startups. Bon, là aussi, il y a de l'IA partout. C'est pas une surprise. Mais c'était génial. Il y avait énormément d'énergie. C'était vraiment super de voir. Alors, je plaisantais en expliquant que on était dans une petite salle qui n'était pas pleine du tout. Et en fait, mais pour les gens qui étaient venus nous voir, en fait, ils ont vu probablement au moins une des entreprises qui sera peut-être dans l'auditorium avec les 300 ou 400 personnes d'ici 4, 5, 6, 10 ans peut-être. Et donc c'est là que ça se passe en fait aujourd'hui, c'est vraiment génial. J'étais assez surpris de voir qu'il n'y ait pas tant de monde que ça. Et il y avait un VC dans la salle. Et le VC a voulu me parler à la sortie et il me dit moi je suis hollandais, je suis un VC hollandais. Nous quand on organise ça en Hollande, c'est blindé. Parce que les entreprises établies, les grandes entreprises, adorent ça et viennent faire leur marché, viennent aider des entreprises, etc. Et là, je suis vraiment très surpris de voir si peu de monde qui s'intéresse aux startups. Donc, à part lui répondre, désolé, c'est la France. J'aurais aimé effectivement pouvoir aller voir plus d'entreprises et leur dire, les gars, venez, quoi. Il y a des pépites, il y a des technologies géniales, il y a des choses vraiment malins qui sont en train de se faire et qui ont besoin de vous. Alors, il y a quelques grandes entreprises, on parle de Lagardère par exemple, on parle de la SNCF, qui ont des vraies politiques de développement vis-à-vis des startups, mais c'est à mon sens trop rare. Et quand on voit toute l'énergie, tout le plaisir que j'ai eu à animer ça hier, je pense que ça ne peut que décoller. Et voilà, tous ceux qui n'étaient pas là, j'ai envie de dire d'abord, et puis revenez l'année prochaine, exactement. Les partenaires maintenant, Vlad, toi en tant que partenaire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les assises ? Plein de choses. Et déjà, j'ai eu la chance d'avoir été invité au Before. Ce qui a permis effectivement d'avoir des discussions sur les plus petits comités. Alors moi j'ai participé à une autre commission qui était comment maintenir la confiance avec nos partenaires technologiques dans un écosystème de plus en plus instable. Et donc on était une trentaine de personnes, trentaine dans la salle. Et très honnêtement, très naïvement, les 10 premières secondes, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à écouter ce que disaient les gens, je dis mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et au bout de 30 secondes, je me suis dit mais en fait c'est super intéressant cette thématique. Et donc on a parlé de plein de choses, en particulier d'éditeurs qui potentiellement augmentaient leur prix et les multipliaient par 6, 7, 8, pour ne pas citer de nom, ou de problèmes de sécurité, où d'un coup des millions d'ordinateurs s'éteignaient. Du fait d'une problématique logicielle, ou encore de sujets politiques où potentiellement une guerre faisait que politiquement des décideurs disaient voilà, maintenant on n'utilise plus cette technologie, on n'utilise plus ce logiciel quel qu'il soit, vous devez en changer. Et donc ça pose des problématiques pour les entreprises, et donc l'idée c'est d'essayer de pouvoir anticiper ça, trouver des manières d'anticiper au mieux ce genre de problème quand ça peut arriver, comment est-ce qu'on gère la problématique quand elle arrive, et puis l'après, comment est-ce qu'on capitalise sur ce sujet. Donc c'était hyper intéressant. Puis après il y a une restitution. En tant que bisu, j'étais tout nouveau, donc c'est moi qui suis allé lire devant tout le groupe ce qu'on avait défini et travailler ensemble, mais c'était vraiment très intéressant. Et sur les assises en soi, donc du mercredi au vendredi voire samedi, c'est un salon qui est hyper intéressant. Alors nous en tant qu'exposants, c'est vraiment très très intéressant, sinon on ne reviendrait pas, c'est sûr. Ça permet de voir tous les décideurs qu'on voit au cours de l'année, mais d'un autre côté là c'est en 2-3 jours tu vois tout le monde, tu discutes avec tout le monde. C'est des discussions qui sont un peu plus détendues, un peu plus relâchées, on discute vraiment des problématiques. Tu veux réagir Non mais je te rejoins, et surtout ça permet d'échanger entre des SI, enfin et RSSI, donc typiquement pour vous de mettre en relation un partenaire avec quelqu'un qui passe dans le couloir, etc., et d'avoir un niveau d'interaction qui est beaucoup plus dur à organiser au quotidien, quoi.
Oui, en plus c'est rigolo parce que à un moment j'étais en train de présenter Patrol à une personne que je connais très bien d'un secteur particulier, et là il y a une autre personne du même secteur avec qui j'avais rendez-vous qui vient, je dis viens, on fait le rendez-vous à 3, et en fait les deux personnes m'ont écouté, et puis surtout avaient des mêmes problématiques, et ont commencé à discuter en disant voilà, dans notre secteur, dans le monde du luxe par exemple, les RSSI du luxe discutent entre eux, font des groupes, nous dans notre secteur il n'y a pas ça, et donc justement de la présentation de ma société on est arrivé à oui, il faudrait faire un truc dans votre secteur, ce serait bien, allez-y, discutez-en. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça permet vraiment de mettre les gens en face. Et aussi, depuis le Covid, on fait beaucoup de visio, on voit de moins en moins les gens, ce qui fait que ça permet de voir les gens en présentiel, et voilà, c'est plus sympa. Alors moi j'ai une question, mais je ne sais pas si elle est pour Vlad ou pour Véronique. On n'a pas pu venir te voir, Vlad, sur ta table ronde. Qui a pris la décision d'interdire 75% des tables rondes aux journalistes cette année ? Ça, c'est un vrai sujet. Le problème, c'est que quand on est exposant et qu'on fait un atelier, déjà, on fait souvent avec un témoignage client. Donc, on n'est pas seul maître de la décision. Et c'est vrai que dans mon cas, la personne avec qui on a fait l'atelier a souhaité avoir une parole totalement libre, pouvoir dire ce qu'il voulait, sans forcément qu'il y ait des gens qui puissent retranscrire. Et donc, c'est vrai qu'il a souhaité que la presse ne soit pas présente. Et ce qui est difficile, en fait, c'est à la fois bien parce que ça lui donne une parole totalement libre. Il peut dire ce qu'il veut, parce que les gens qui sont dans la salle ne le répéteront pas. Mais d'un autre côté, vis-à-vis de nous, exposants, ça embête un peu parce qu'on aurait bien aimé qu'il y ait de la presse qui puisse relayer le message, des choses comme ça. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est de trouver vraiment un juste milieu entre on peut dire des choses et on peut accepter que la presse soit présente, mais à condition qu'elle ne retranscrive pas tout non plus et qu'elle sache un peu filtrer. Je te rejoins parce que j'ai fait un témoignage il y a quelques années sur une crise qu'a subi Lactalis, et c'est certain qu'on ne peut pas dire la même chose dans la presse et dans une salle, et que la richesse d'un témoignage entre RSSI, c'est de pouvoir se parler franchement et complètement, et que de fait il y a un risque d'image, tu vois, et sans trahir de secret et sans être désagréable vis-à-vis des journalistes, mais vous avez aussi un métier à faire, et d'une certaine manière des choses qui sortiraient nous mettraient vraiment à mal. Ouais, alors moi j'ai envie de te couper parce que je pense pas la même chose. Et il me semble que le Chatham House c'est bien au Cézanne, et que les Assises c'est quand même un lieu qui est déjà assez fermé, puisqu'il faut venir uniquement, enfin on vient uniquement si on est invité. C'est déjà un peu un truc entre soi, quoi. Donc on invite des journalistes, et faut jouer le jeu. C'est pour faire un atelier où tu dis là mon produit il a telle fonctionnalité, maintenant ça fait ça, c'est inintéressant. C'est ça, je pense que ça n'a aucun sens de faire du produit. Alors déjà les rubriques produits n'existent plus dans la presse, faut quand même le savoir, donc ça n'a aucun sens de le faire comme ça. Mais le témoignage partagé avec les journalistes, c'est quand même super, enfin moi je le défendrais, quoi. D'accord, mais à ce moment-là il faut juste que ce soit hyper bordé avec la com de l'entreprise, c'est tout. Et par contre je te rejoins, le témoignage client, c'est l'importance des assises. On ne veut pas entendre de discours commercial, ça c'est balancé. Alors, il faut que ce soit les clients qui s'expriment, donc c'est intéressant de se dire qu'il faut peut-être trouver un autre format. Ouais, je pense que le Cézanne, le Cézanne c'est fait pour le Chatham House, et ici on est un peu plus, il faut ouvrir, quoi. Je veux dire, d'ailleurs c'est pas une maladie honteuse d'avoir été cyberattaqué, donc pouvoir en parler, aller voir les comex et dire voilà, il faut qu'on communique là-dessus, c'est vachement important, quoi. Bon, c'est mon point de vue. Ouais, alors ça soulève un point, moi je trouve ça c'est dommage. Après, je comprends les enjeux et les problématiques des services comme des entreprises, mais je pense que si on veut que le sujet de la cyber soit un sujet de plus en plus ancré et sur lequel on avance, il faut être transparent. Et en situation de crise, devant les journalistes, je vois pas qu'est-ce qu'on a besoin de cacher. Je vais intervenir en tant qu'utilisateur. Déjà, il n'y a pas d'obligation de venir intervenir, et quand on décide d'intervenir, ça veut dire qu'on joue la transparence. Et avoir un double discours, je vais parler ouvertement à mes pairs et je refuse les journalistes, ça sent pas bon, ça sent un peu le sapin quand même. Alors que quand on va s'exprimer publiquement, on vient aux assises, on vient dans n'importe quel événement, je suis désolé, le discours il est bordé, et puis commencer à avoir plusieurs versions par rapport aux différents publics, mais c'est très mauvais, quoi. Non, je suis pas d'accord. En fait, c'est pas forcément sur le fond. Non, mais il y a une question de forme. La manière dont tu t'exprimes, c'est que tu peux être beaucoup plus libre de parole en critiquant des choses, en disant voilà, ça c'était un problème chez nous. Et en parlant de l'interne, en acceptant de montrer des choses de l'interne que tu ne peux pas communiquer. Mais il y a une classification qui existe pour ça. Dans les équipes de réponse à incident, on appelle ça le TLP.
Il y a du white, il y a du green, etc. Et il y a du clear maintenant, pardon. On est au clear. Non, mais au-delà de ces sujets, même ta manière d'exprimer, ta manière de critiquer en disant bah voilà, mon entreprise elle a fait ça, bon bah c'est une mauvaise chose, ou bah l'éditeur il a fait telle bêtise. Enfin, tu vois, juste avoir une liberté totale de ton et t'as pas forcément envie que ça sorte, en tout cas dans la presse. C'est ça. Et en fait, la perception quand c'est publiquement via la presse sera totalement différente. Typiquement, dire notre DR n'a pas réagi à ça, c'est quelque chose que les spécialistes vont comprendre. Ça veut pas dire que le DR est foncièrement mauvais, ça veut dire que c'est intéressant de comprendre pourquoi il n'a pas réagi, il n'a pas capté ça, il n'a pas détecté ça. Ça sort dans la presse, le message c'est cette EDR de telle marque est pourrie et ça prend une ampleur catastrophique, notamment pour la communication, et ça crée des problèmes derrière. Donc il y a juste un niveau de compréhension. C'est de la com. Mais c'est de la com et c'est le problème. C'est de la com, voilà. Si on n'est pas capable de parler en public sans avoir le bon niveau de granularité, on ne vient pas. On fait pas la table ronde, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ce qu'on risque, de ne pas avoir de témoignages en fait. Mais bon, voilà. Je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, là je vais parler en tant qu'utilisateur dans le domaine financier. On est bordé, c'est cadré, mais quand tu décides de t'exprimer sur une situation, évidemment tu as la com groupe qui te dit voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on ne peut pas dire pour que ça risque de nous mettre en porte-à-faux, mais tout le reste, tu es hyper transparent, tu as la même vision, la vision que tu devas dire aux assises, même entre pairs, ou dans un autre événement, que ce soit au FIC, etc., tu auras la même version. Il n'y a pas à changer. Et dire qu'un EDR n'a pas été efficient par rapport à une situation ne met pas en cause l'EDR. C'est juste dire, on avait telle situation. Si maintenant, on ne peut pas dire qu'un produit a de temps en temps des difficultés, dans ces cas-là, il n'y a plus besoin de faire des rétextes. Hein. Puis tu sous-estimes beaucoup la presse. Hein. On les connaît, les mauvaises EDR. On n'a pas besoin d'aller aux tables rondes. Si tout le monde se met à communiquer de façon transparente de la même manière, on parlera jamais d'un seul EDR, on parlera de l'ensemble des éléments et ça sera normal. Et surtout, moi, ce qui me fait à chaque fois mal, c'est surtout les RSSI. On parle de confiance numérique avec nos utilisateurs, avec la société. Mais si on n'est pas transparent et on communique pas de façon assez claire sur les éléments, après, il y a des éléments de langage et je rejoins. C'est un métier de parler à la presse. Mais il ne faut pas tenir double discours. Mais il faut être compréhensible et apporter les bons mots. Mais je pense qu'on a un rôle, au contraire, en interne avec nos collaborateurs, avec nos COMEX, mais aussi avec nos utilisateurs, de transparence. Et c'est ce qui va faire la cyber de plus en plus forte chez nous si on est transparent. Il faut savoir que dans les grands comptes, quand on parle dans des... comme nous, c'est dans notre cas, chaque fois que je vais prendre la parole en public, j'ai un écrit d'un membre du COMEX qui m'autorise à dire « tu peux parler de ceci ». Et je peux le dire aujourd'hui, après plus de 10 ans dans un établissement financier, on m'a jamais dit « ça, tu peux pas en parler ». Il n'y a pas de la censure. Alors je vais être un petit peu clivant, provocateur. On n'est pas en Corée du Nord. On est tous d'accord pour dire que c'est nécessaire et que ça serait une bonne chose et on aimerait tous le faire. Je pense que la problématique, c'est comment ça va être perçu ensuite par le grand public, quoi que ce soit, et comment derrière ça va troller à mort potentiellement. Et voilà. Et ça, on ne le maîtrise pas. Et je pense que c'est ce qui fait peur à la fois aux éditeurs, à la fois aux gens qui parlent. Mais on est tous d'accord que, il faudrait pouvoir le faire, et deux, faut peut-être éduquer finalement le public à ces questions-là, justement, de dire que c'est pas parce qu'un EDR n'a pas identifié un truc qu'il est mauvais, mais bon. Là, il y a un bâton de pèlerin un peu lourd peut-être à prendre, quoi. Bon, on est un peu sorti de notre plan, mais on va y revenir. Marc-Fred, toi, tu représentes donc les invités. Alors, pourquoi c'est intéressant de venir aux assises en tant qu'invité ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà de voir tous les fournisseurs au même endroit pendant 3 jours. C'est quelque chose qui, depuis le Covid, on l'a vu avec le télétravail aussi, c'est très compliqué de rencontrer tous les fournisseurs. Nos agendas sont surchargés durant le reste de l'année. Donc on voit la présentation de toutes les solutions. On regarde aussi l'orientation du marché. Et on peut aussi rencontrer nos pairs. Ça nous permet aussi de voir, tiens, comment toi tu travailles avec tel fournisseur, tu as comme une certaine transparence de ce niveau-là. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que tu as eu des difficultés pour implémenter telle solution ? Et ça permet, dans mon cas, moi, c'est les 3 jours où je revois tous les fournisseurs francophones et européens, où c'est là que soit on renouvelle les contrats, soit on décide de continuer à faire un POC, etc. C'est une très très belle expérience. Moi, je suis ravi. C'est 3 jours hyper intenses. C'est crevant parce que tout le monde croit qu'on va à Monaco pour le soleil, la plage. Il n'y a pas de plage à Monaco. Alors j'ai un truc à vous dire, il n'y a pas de plage. Il y a un autre sujet dont tu n'as pas parlé, c'est, alors moi je suis nul en foot, mais je crois que c'est mercato, non ? C'est le bon terme. En fait, c'est que ce soit côté exposant, mais aussi côté client et SSI, c'est qu'il y a aussi des relations qui se nouent, et des échanges, et des embauches, des débauches, des choses comme ça, et c'est aussi intéressant à ce niveau-là. C'est vrai, il y a un côté où si vous avez votre CV à jour, vous venez aux assises, vous mettez votre plus beau costume, c'est pour ça que j'ai une cravate, et vous faites le tour de tous les stands.
T'es en costume bleu. Arrêtez les costumes bleus là. Moi ça me fatigue. Tous les commerciaux qui sont tous leurs stands en costume bleu, chemise blanche, cravate, c'est. Bah, tu vois, en plus, toi, alors Marc, toi, les auditeurs le voient pas, mais t'es en costume bleu. Avec des baskets. Paul, veste bleue. Jérôme, costume bleu. Les auditeurs ne voient pas ton t-shirt du Hellfest, Vlad, on est à l'audio. Tu représentes une entreprise, là tu viens pas à titre personnel, à titre individuel, vu le climat qu'il y a, etc. Je serais même en short et en tongs, mais c'est pas ça qu'on attend. On va avoir un représentant d'une banque, on va pas avoir quelqu'un qui va venir en hoodie, ça va être surprenant. Tu représentes une entreprise, tu représentes plus de 190 000 collaborateurs dans mon cas, je peux pas me permettre de venir en mode wesh gros, quoi, on les poteaux, quoi. J'aimerais trop te voir dans un autre contexte, franchement. En attendant, et c'est ça qui est bien aux assises, c'est que tout le monde se mélange et tout le monde discute, quelle que soit la couleur du costume ou pas de costume. Et je tiens à préciser que Vlad représente son entreprise en hoodie avec son logo. Et ça marche très bien. Mais je rassure tout de suite Nicolas, quand je vais au DEFCON et au Black Hat, j'y vais en t-shirt et je suis pas en costume. C'est vrai qu'il y a des événements, quand on prend le cas de la Black Hat ou de la DEFCON ou de la B-Side, on voit quelqu'un en costume, on le fuit. Non, il faut être tout à fait clair. Non mais vous parlez chiffon les gars, quoi. J'y crois pas, quoi. Non mais j'y crois pas. Marc, je vais t'apporter un Woody de Hack for Values, j'ai un Woody pour toi. En plus ils sont super beaux. Revenons à la deuxième thématique que nous allons aborder aujourd'hui, donc Hack for Values. Donc Fabien, est-ce que tu peux présenter cette association ? Oui, avec grand plaisir, merci. Alors, avant tout, je m'excuse, je porte un hoodie. Donc j'ai cru comprendre que c'était pas le code vestimentaire, je suis pas à la mode monégasque. Un hoodie vert flashant en plus. Donc non, merci beaucoup. Je suis déjà très heureux d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Autant pour cette émission que même aux assises. C'est une chance inouïe pour nous d'avoir un créneau pour parler des associations et des ONG. Donc je me présente, Fabien Lemarchand, plus de 15 ans dans la tech et dans la cyber. Récemment, j'étais en charge de la cyber pour des entreprises comme Cdiscount, Mano. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis là avec ma casquette président de l'association Hack for Values, qui a été créée en 2021, qui aujourd'hui a un projet passionnant et qui a un réel impact. Que fait Hack for Values ? C'est fournir un bug bounty gratuit pour les ONG. Donc on a une communauté de hackers éthiques, une 50aine, des bénévoles, qui vont faire du bug bounty, donc ils vont rechercher des faiblesses, des vulnérabilités de sécurité réelles, en conditions réelles, auprès d'ONG. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'ONG de toute taille. Donc ça va de Action contre la faim, Médecins sans frontières, Handicap international et des petites ONG comme SOS Méditerranée. Ce qui nous importe pour nous, c'est vraiment la criticité de leurs services digitalisés, l'impact que ça peut avoir pour eux. Donc c'est pas la taille qui compte, mais c'est vraiment les services à protéger. Mais on sait tous que c'est la taille qui compte. Et maintenant, je vais enchaîner là-dessus. Donc, merci beaucoup, Véronique. Donc, Hack for Values. Non, c'est une super belle aventure. Je viens de récemment, là, cet été, j'ai quitté Mano pour effectivement passer plus de temps sur cette association, pour la structurer, pour aller chercher plus de financement, pour avoir plus d'impact, c'est-à-dire d'avoir plus d'ONG à protéger. Et aujourd'hui, c'est un vrai succès pour les ONG parce que elles sont face aux mêmes cybermenaces et même voire plus. Il y a des enjeux d'activistes, de géopolitique. Vous savez, on parlait de confiance numérique. Vous perdez la confiance numérique avec vos donateurs, c'est irréversible. Et vous perdez des dons, c'est du financement. Derrière, c'est de l'impact sur les bénéficiaires, sur le terrain. Même chose, vous attaquez le système qui permet de la coordination de la livraison des vaccins sur un terrain pour des milliers de personnes. Vous attaquez le système, ce sont des vaccins qui sont plus délivrés ou ce sont des repas. Donc il y a un impact direct sur les bénéficiaires. Et le bug bounty pour les ONG, c'est une approche pragmatique, concrète et efficace. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de capacités. Et nous, on leur dit, voilà quelles sont réellement les vulnérabilités réelles qui peuvent vraiment impacter avec des niveaux de criticité. Et donc, ça leur permet de se concentrer là-dessus et mettre leurs équipes dessus et d'avoir un impact tout de suite concret et surtout éviter des incidents de sécurité. Au final, la mission d'Hack for Value, c'est protéger ceux qui protègent. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie qu'ils passent leur temps et même leur argent sur des sujets d'incidents de sécurité. C'est plutôt pour les bénéficiaires et optimiser ce temps-là pour défendre leur cause. Et donc voilà, c'est notre mission. Mission où on est très heureux parce que en tant que passionné en cybersécurité, on a un élément où on met du sens sur notre expertise. Ça a de l'impact positif. Et donc on a une super belle communauté, des belles ONG, des belles équipes Hack for Values et très heureux d'être aux assises et pouvoir parler de ce sujet-là qui est pas assez abordé. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est j'ai pu venir avec 2 ONG, Action contre la faim et SOS Méditerranée, avec qui on a fait une table ronde et qui ont pu témoigner et parler concrètement de ce sujet de cybersécurité. Et donc, une belle aventure. Et je témoigne vraiment de la nécessité de ça. J'ai eu la chance de visiter le QG de la protection civile pendant les JO. C'est
ultra numérisé. On n'imagine pas aujourd'hui à quel point c'est numérisé. Alors c'est récent chez eux, mais c'est ultra numérisé. Et donc c'est très récent. Ils n'ont pas cette culture et ils sont ultra numérisés, donc ils ont vraiment besoin de vous. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on a fait l'atelier retour d'expérience parce ils avaient une maturité sécurité assez faible en 2023 et ils ont progressé de façon dingue en quelques mois pour justement préparer les JO. Alors j'ai un petit lien avec ça, je sais pas, c'est pas fait exprès, mais le lien est super intéressant. La protection civile nous a contactés au mois de mai en disant c'est nos applications qui vont être utilisées pour la coordination de l'ensemble des secours pendant les JO. On a besoin d'aide et donc on les a intégrées avec Forvalues au mois de mai. Et il y a eu un rush pendant 3 mois où les hackers éthiques ont travaillé que dessus, et ce qui a permis de sécuriser et de passer des bons JO, donc une belle histoire aussi. Moi, j'ai une petite question par rapport à ta communauté justement de chasseurs, de hunters. Comment est-ce que tu les sélectionnes? Parce qu'en fait, il y a vraiment un côté éthique fort, et donc tu dois avoir des gens de confiance. Et comment est-ce que je sais pas combien vous êtes, comment est-ce que vous faites pour les sélectionner et vous assurer que ce sont vraiment des gens de confiance et qui vont pas utiliser ça à côté, qui font vraiment un métier éthique? Aujourd'hui, ceux qui sont membres dans le bureau de l'association Hack for Values, ce sont des hackers éthiques de confiance, et on utilise donc déjà notre réseau de hackers éthiques qu'on connaît. Et après, ce sont déjà les communautés de hackers éthiques déjà existantes sur les plateformes comme Yogosha, YesWeHack ou autres. Donc c'est des connexions sur des communautés déjà existantes, et principalement c'est notre réseau. Mais après, il y a quand même un processus d'onboarding avec plusieurs points de vérification pour s'assurer qu'ils respectent le code de conduite. Mais aujourd'hui, on en a une cinquantaine, et les 50, on les connaît, c'est notre réseau. Et Vlad, tu connais pas les Certified Ethical Hackers? On s'appuie pas là-dessus. En tout cas, je pense qu'il y a des valeurs citoyennes qui motivent les participants. Et l'engagement citoyen, c'est vachement important. Et ça joue aussi sur le RSE des entreprises. Et je pense que aujourd'hui, il y a 50 hackers éthiques qui sont toujours sur les programmes pro bono. C'est du solidaire. Donc ils ne viennent pas pour gagner de l'argent. La reconnaissance peut-être, mais c'est surtout l'envie d'aider, quoi. Donc là, c'est l'occasion aussi de dire, ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de donner de votre temps sur des actions solidaires. Là, on avait effectivement SOS Méditerranée qui était... vous pourrez réécouter d'ailleurs sur YouTube la table ronde et sur la chaîne des Assises. Et on voit vraiment que ces associations, elles sont vraiment démunies. Elles travaillent avec peu de ressources sur ces questions-là, et elles sont super cyberattaquées de plus en plus. Et si je peux te suivre ce que tu dis, Véronique, donc c'est Paul qui parle, au-delà du hacking purement éthique, du hacking lui-même, on peut peut-être juste les aider. Tu parlais de la collecte de fonds. Typiquement, mettre en place SPF, DKIM, des marques sur un tenante Google non-profit, c'est quand même, c'est quoi? C'est 10 minutes du temps de quelqu'un qui sait faire, et il y a beaucoup d'assos qui ne savent pas faire. Donc il y a peut-être aussi tout simplement à les aider. Ouais, c'est 10 minutes pour un expert, et eux, ils ne savent pas faire. Mais par contre, c'est vrai que tu fais monter d'un coup le niveau. Alors justement, comment les entreprises peuvent aider Hack for Values, et surtout, comment est-ce qu'elles peuvent aider les ONG, mais aussi tirer parti de l'aide qu'elles vont fournir? Effectivement, on s'inscrit de plus en plus dans les politiques RSE des entreprises, parce que c'est un super beau projet au final qui coche toutes les cases. C'est rare de trouver des sujets tech et cyber avec ces visibilités, avec cet impact positif, et s'inscrire dans les politiques RSE des entreprises et de le mettre en avant. Donc c'est un moyen effectivement pour les entreprises dans leur politique de RSE d'engager leurs équipes, d'être fiers de ce qu'elles font, de montrer de l'impact, et aussi même dans le développement, on va dire, formation et développement des équipes de sécurité de ces entreprises-là, de participer à ce bug bounty. Ça joue aussi dans la partie formation, développement, et ça les fait aussi monter en compétences. Donc ça a beaucoup de vertus pour les entreprises, et donc elles peuvent nous aider effectivement pour mettre leurs équipes à disposition pour faire du bug bounty et animer cette communauté pour trouver des vulnérabilités. Communiquer là-dessus. Communiquer dessus, sur la visibilité. Soutien financier, et à nous soutenir financièrement. Donc c'est grâce à nos partenaires aujourd'hui qu'on arrive à faire ça depuis 2021 et continuer à augmenter et de prendre de plus en plus d'ONG. Donc il y a le soutien financier qui est très important. Et après, à côté d'Hack for Values, il y a aussi de vouloir jouer ce rôle de comment changer des choses dans la cyber pour avoir plus d'impact. Et typiquement, on a un gros plaidoyer avec Hack for Values qui est la défense des hackers éthiques, de leur statut. Il faut savoir qu'en France, quelqu'un qui trouve une vulnérabilité, un citoyen, il n'est pas protégé légalement s'il informe directement le responsable informatique. Il peut être poursuivi pénalement. Et donc, comme la loi aujourd'hui ne le protège pas assez, aujourd'hui il y a très peu
de hackers éthiques qui vont participer ou aider sur les enjeux français à l'échelle nationale, parce qu'effectivement, ils ne sont pas protégés. Donc, il y a une vraie communauté qui est très forte en France, qui est très peu utilisée, et ce plaidoyer-là, il est là, comment mieux les défendre pour démocratiser le hacking éthique, et que ce soit un vrai levier cyber pour notre grand défi au niveau national. En France, tu peux quand même passer par l'ANSSI, qui se pose en relais justement si tu trouves une vulnérabilité, et c'est eux qui gèrent et tu n'as pas de risque d'être poursuivi, sauf si tu as fait une malversation, mais je veux dire, il y a quand même cette souplesse-là. Et c'est le gros enjeu et la discussion que j'ai avec l'ANSSI, c'est que j'ai beaucoup fait de... je discute avec les hackers éthiques et les sondages, et je leur dis pourquoi vous ne remontez pas à l'ANSSI. Et parce que l'ANSSI, je leur ai demandé, vous êtes sûr que vous utilisez bien cette communauté, ça fonctionne bien? Ils m'ont dit oui, ça marche très bien. On reçoit 350 rapports de vulnérabilité dans l'année, à l'échelle nationale. Hack4Values, 15 ONG, on en remonte 450 par an. Donc il y a un problème de communication avec cette communauté, c'est pas remonté. Et aujourd'hui, les deux raisons principales, c'est le côté reconnaissance. Un hacker éthique, quand il trouve quelque chose, il ne veut pas parler à un intermédiaire. Il a confiance en l'ANSSI. Il veut, mais c'est la reconnaissance qu'il a, il veut parler directement au responsable informatique qui lui dit merci, c'est tout bête, mais merci. Et ça suffit à un hacker éthique. Et aussi, il a cette sensation que l'information, elle est vraiment arrivée et qu'il va corriger. Et avec l'ANSSI, même si ils ont confiance, mais il y a ce tunnel et ils ne savent pas à la fin si ça a donné quelque chose. C'est peut-être, mais c'est des raisons aujourd'hui où pour eux, c'est pas assez direct, efficace, et c'est comment changer un peu ça pour autant informer l'ANSSI. C'est très important de garder l'ANSSI dans la boucle et il joue un rôle central et très important. Mais comment rendre ça aussi plus efficace pour le hacker éthique pour informer le responsable informatique en parallèle ou autre. Et c'est des petites choses comme ça, mais ça peut vraiment changer la donne. Ce qui est hyper intéressant aussi, quand il n'y a pas de ressources dans les ONG, on s'est rendu compte qu'en fait, pour appliquer des correctifs, en fait, ils avaient modifié les contrats avec leurs partenaires qui développaient des applications, par exemple. Et du coup, les partenaires prennent les rapports et vont appliquer les correctifs et le font aussi gratuitement. Donc ça rend vertueux l'écosystème de partenaires qui n'étaient pas au départ sensibilisés à ça. Ça permet de l'écranter vers le haut. Oui, c'est de la montée en compétences pour tout le monde. Et ils se rendent compte qu'en offrant un meilleur service, ils ont moins de travail au niveau du support. Tout le monde est gagnant dans la chaîne. Exactement. Et moi, je suis super fier des ONG parce que souvent, on dit les ONG sont en retard sur les sujets de la cyber ou autres. Là, vous avez des ONG qui font du bug bounty, alors qu'il y en a plein qui ne font pas encore cette approche offensive bug bounty, et les ONG le font. Et je suis assez fier d'elles, de ce niveau de confiance et de cette lancée dedans. Donc c'est top. Ok Fabien, est-ce que tu as d'autres messages à faire passer? Comment est-ce qu'on peut aider votre association en dehors de participer est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer? C'est un vrai succès, c'est un projet passionnant, on a encore plein de belles choses à faire. On protège que 20 ONG et on doit en protéger beaucoup plus que ça. On va être sur une échelle même européenne, de façon assez large. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de partenaires cyber, d'acteurs cyber, pour nous soutenir dans cette démarche-là et nous aider à faire ces changements et apporter encore plus d'impact. Donc s'il y a un message, on a besoin de partenaires pour nous aider et nous soutenir. Et on sera ravis de prendre les équipes sécurité de ces partenaires pour participer à cette belle aventure du bug bounty. Merci Fabien. Paul, est-ce que tu veux apporter le mot de la fin en ce qui concerne la première partie que nous avons traitée, à savoir donc les assises de la cybersécurité? Écoute, moi je suis très heureux qu'Hack4Values soit là. C'était, on l'a dit, le fil rouge de cette année, c'était ensemble. Ensemble, ça ne concernait pas que les entreprises. J'avais cette volonté que ça s'ouvre justement sur autre chose. Et là, ce que je viens d'entendre, ça me fait plaisir parce que c'était un peu un des objectifs que j'avais sur cette présidence 2024. Donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que merci d'être là. Voilà. Bon, merci à tous pour votre participation. Vladimir? Oui. C'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, alors petit fail un peu improvisé mais de ce matin. Donc je le rappelle, la Minute Fail, on n'est pas là pour se moquer des gens, mais là je vais me moquer de moi, donc j'ai le droit. Donc là nous sommes vendredi et il y a des vulnérabilités, il y a 2 vulnérabilités très critiques, donc des exécutions de commandes, injection de commandes et exécution de code à distance qui sont sorties là sur 2 équipementiers de firewall ces deux derniers jours. Qui donc?
Je ne citerai pas les noms. Ah bah non, Tu vas comprendre pourquoi. Et donc en fait, on a une vidéo qui tourne sur un grand écran sur notre stand. Et moi, ce matin, à l'arrache, j'ai modifié la vidéo en mettant un message: ami RSSI, si tu as tel techno machin, attention parce qu'il y a un code d'exploitation, donc il faut que tu corriges. Et puis attends, c'est pas fini, il y a aussi tel équipement machin, faut corriger très rapidement. Donc je montre ça à tous mes collègues, mes associés, tout fiers. Je dis regardez, on met ça sur le stand. Ils me disent mais t'es malade. L'éditeur 1, il est à côté là à gauche. L'éditeur 2, il est à côté là à droite. Mais t'es fou, tu vires ça. Donc voilà, gros fail pour moi. Je suis dégoûté. J'ai pas pu avertir tous les RSSI. Bah non, pas fail. Tu m'as alerté. Je viens d'envoyer à mes équipes. Voilà, mon talent ne sera jamais reconnu. C'est pareil, aujourd'hui, nous, on a le stand qui est devant les toilettes. Et moi, j'en suis très fier et j'en fais tout le temps la blague. Et j'avais proposé à mes collègues, je dis, mais attendez, on fait des goodies papier toilette, c'est génial, on fait du PQ. Ils disent, non, attends, les gens, ils vont pas se torcher avec notre boîte. Et donc voilà, ils ont pas voulu, ils ont mis tous un veto. Vraiment, mon génie ne sera reconnu qu'après ma mort. Bah, je comprends pas, t'as des super idées pourtant. Missed opportunity, il fallait faire du papier toilette avec le logo du fabricant d'en face qui vient d'avoir une CVSS 9.9 et là c'était bon. Bravo. Bon, eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Alors, avant de conclure, Marc-Frédéric, puisque vous écoutez les podcasts, vous êtes encore là à nous écouter, les podcasts vous intéressent. Marc-Frédéric, tu crées un podcast qui s'appelle Radio 6 heures. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Merci. C'est un podcast qui est dédié à la cyberactualité en 5 à 10 minutes, tous les jours, ça sort, c'est sur toutes les plateformes et ça vous permet d'être au courant. Donc vous vous levez le matin, vous prenez les transports et vous allez voir les CVSS V9, j'explique, c'est en français et puis il y a des petits dossiers spécifiques et ça sort 7 jours sur 7. Super chronique. Merci, je ne m'attendais pas à faire de la pub, j'étais venu pour No Limit Sécu. Parce que c'est comme grâce à No Limit Sécu que je fais du podcast. Ça, non, je tiens à le dire. C'est No Limit Sécu qui m'a donné envie de faire du podcast. Et toute cette équipe qui est extraordinaire m'a fait vraiment monter en maturité. Non, merci. Bon, ils m'ont demandé plein de goodies entre nous. Je vous en parlerai plus tard, mais je ferai un épisode spécial Radio Cesseur sur les goodies qu'ils ont piraté. Voilà. C'est le sujet de Nico, ça. Je recommande vraiment le podcast. Le podcast, je l'écoute quasiment tous les jours. C'est 5-6 minutes. Et c'est en quelques minutes, tu as toute la veille actualité de la journée. C'est vraiment top. Je vous recommande fortement d'écouter ça. Bon, eh bien, merci. Encore une fois, merci à tous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.